je trouve dans la crise quelques ferments de nature à nous inciter à la fois accélérer le pas et amplifier l'action. Premier sujet, nous avons collectivement pris conscience de l'importance de la santé. Au moins, nous ne l'exprimions pas collectivement de la même façon. Et sans qu'il soit nécessaire de le développer ici, il y a un lien intime entre la qualité sanitaire de la population et la qualité des logements qu'elle occupe et plus généralement la qualité environnementale du territoire. Euh, Juste un exemple que les Anglais cultivent depuis longtemps. Euh, la lutte contre la précarité énergétique en Grande-Bretagne se mène à travers le prisme de la santé, là où en France elle se mène à travers le prisme de l'économie. En Grande-Bretagne, il est considéré que habiter un logement très énergivore suscite des pathologies du bâtiment qui entraîne des pathologies des occupants et une altération de la santé de ceux-ci, et que tout argent mis dans la rénovation des bâtiments emporte un allègement de la facture santé publique du pays. Donc la santé est un premier point. Deuxième point, nous avons pris conscience, ou du moins constaté, un renforcement de nos fragilités sociales, de nos fragilités économiques. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de voir dans les grandes villes où on distribuait des repas, quelle était la population qui allait ramasser des repas gratuits. Ce n'est pas du tout la population dont nous avons l'image en pensant aux gens de la rue. C'est une population beaucoup plus que je qualifierais d'éduquée, simplement qui a perdu les dizaines d'euros qui permettaient d'équilibrer chaque mois leur budget, s'est trouvé avec l'obligation de nourrir les enfants qui étaient pris en charge à la cantine à 1 € et qu'il fallait nourrir en dépensant davantage, et qui ont vu leur situation budgétaire exploser. Une fragilité constante qui nous conduit à travailler davantage pour augmenter ce qu'on appelle le reste à vivre, et donc essayer de limiter toutes les charges indues, notamment des consommations d'énergie, que nous gaspillons faute d'avoir pris des mesures. Le troisième point, c'est ce tropisme nouveau que la crise va peut-être susciter à l'égard des maisons individuelles. Vous connaissez l'importance en France des maisons individuelles, 17 millions de maisons individuelles à usage de résidence principale sur un parc de 30 millions, ce qui fait de notre pays une situation assez exceptionnelle. Et on a vu deux phénomènes se croiser. D'une part, des personnes âgées qui occupaient ces maisons individuelles et qui se préparaient à rejoindre des résidences collectives pour y terminer leurs vieux jours, avoir une fichue envie de rester dans leurs maisons individuelles. Et on peut gager que les 10 000 places d'EHPAD qui sont vides pour cause de décès peineront à retrouver rapidement une occupation. Le deuxième phénomène est inverse, ce sont des jeunes ménages, pas seulement des bobos, qui ont compris qu'un autre équilibre de vie pouvait se nouer, notamment en raison du télétravail, et que peut-être habiter dans le secteur périurbain, occuper une maison individuelle, pouvait être un mode de vie, et ça va nous conduire à travailler sur les maisons individuelles qui sont le premier lieu de consommation d'énergie excessive, parce qu'elles ont été construites à une époque où l'énergie ne comptait pas et que leur isolation est faible, et parce que, à surface égale, une maison individuelle consomme ordinairement le double d'un appartement. Et on a donc là un ensemble de phénomènes qui me font dire que le sujet qui nous rassemble ce soir va être un sujet probablement qu'il va être nécessaire dont il va être nécessaire d'accélérer le traitement. Pour ça, je vois, et je vais peut-être m'arrêter après cette observation pour lancer la discussion, je vois trois leviers possibles. Un premier levier qui est d'ordre institutionnel. On a compris au moment de la crise que finalement le tandem entre un État stratège
régulateurs et des collectivités ordinatrices des mesures prises par l'État, ça fonctionnait plutôt bien. Et moi, je gage qu'on a là les atouts pour qu'une phase de décentralisation supérieure permette aux collectivités territoriales de diriger près du terrain, près des gens, les actions dont on a besoin avec une efficacité accrue. Le deuxième élément, c'est le numérique qui n'a pas encore envahi complètement nos activités. Nous avons découvert la capacité de notre société à se laisser dominer rapidement par le numérique qui a envahi les relations personnelles, les relations familiales et les relations professionnelles de façon, à mon sens, extraordinairement spectaculaire. Le moment est venu de voir comment on va pouvoir, à travers cet outil, euh, fabriquer des gains de productivité dans notre filière immobilière. Et puis le dernier point, c'est le besoin d'innovation. Beaucoup de gens qui se contentaient d'habiter leur logement pour y dormir ont découvert que leur logement était difficile à vivre à pleine journée avec le groupe familial au complet et qu'un besoin d'innovation de l'espace, d'adaptation de l'espace aux situations va monter, va être croissant. Et je crois là aussi que si on met ça bout à bout, on a quelques atouts, quelques incitations d'une part, quelques atouts d'autre part, pour accélérer et amplifier le sujet de la transition qui a été défini comme énergétique. Alors le mot est déjà meilleur que celui qu'emploie le président de la République qui dit thermique. La thermie se contente de s'occuper de l'isolation, ce qui est un peu court. L'énergie englobe la production d'énergie et de chaleur, ce qui est déjà mieux. Le vrai mot qui devrait être le nôtre, c'est environnemental, c'est-à-dire à la fois les relations entre le logement et l'espace urbain qui l'entoure, les relations entre le bâtiment et les mobilités, les relations avec la biodiversité, avec un certain nombre de sujets qui me paraissent mieux adaptés. Mais ce n'est que de la terminologie, ce n'est pas d'une grande importance. Donc, oui, euh, la crise est un facteur non pas de frein, mais d'accélération et d'amplification de l'action. Reste le couple incitation-obligation, où je le traite tout de suite, ou je le renvoie à plus tard. Euh, Non, traite-le tout de suite parce que juste alors après, je le dis je vais d'un, demander à Pierre Otus de alors réagir. je Je le suis dis sûr d'une que ça va lui servir phrase, de tremplin. je le dis d'une phrase. Euh, Chacun sait que j'ai toujours défendu euh, l'incitation en considérant que notre société n'était pas arrivée à une acculturation suffisante pour pouvoir recevoir une obligation. Et devant la pression politique qui s'est manifestée au cours de ces 10 dernières années, euh, une première brèche a été ouverte dans l'obligation, c'est ce qu'on appelle banalement le décret tertiaire, obligation de rénovation du parc public et privé tertiaire, mais avec des échéances prudentes, 2030, 2040, 2050. Le deuxième élément obligatoire qui est apparu, c'est cette idée que je trouve saine, qui a été en réalité fabriquée par une conjonction entre euh, les associations de protection de l'environnement et la Fédération du bâtiment. Hein, les deux pilotes étaient Jacques Chanu, alors vice-président de la Fédération du bâtiment, et Raphaël Claustre, alors président du CLER, le Centre de liaison des énergies renouvelables, qui ont inventé cette idée que lorsqu'on fait des gros travaux, il faut les faire bien et donc embarquer la performance énergétique. Et moi, j'ai veillé à ce qu'on y mette des quantités de filets, de garde-fous, de prudence, notamment la soutenabilité de la dépense de travaux et sa faisabilité, évidemment. Et puis on arrive à un troisième point dont vous remarquerez qu'elle n'a pas été proposée ni par le plan bâtiment durable, ni par le gouvernement, mais qu'elle est née d'une volonté parlementaire exprimée au cours du débat de la loi énergie-climat, c'est cette obligation à l'échéance 2028 de ne plus pouvoir mettre en location des logements très énergivores. Euh,
je n'étais pas favorable de cela, même s'il y a un précédent heureux de cela, c'est le précédent anglais du Green Deal qui a conduit avec un objectif à 10 ans à l'égard des logements énergivores, accompagné de puissantes incitations à permettre l'éradication de ce parc de façon que l'objectif de la contrainte ne soit qu'un simple épouvantail obligeant à l'action. Il faut, cela ne peut être compris que si on décide vite, dès le PLF 2021, d'une profonde aide apportée aux bailleurs privés pour leur permettre, dans cet espace de temps, de sauver les, je ne sais pas ce que Pierre dira, mais les 30% à peu près du parc locatif privé qui serait énergivore. Si c'est 30%, c'est près de 2 millions de logements. L'enjeu est évidemment considérable et il n'est pas concevable que cette obligation soit vécue sans une profonde incitation préalable. Faut-il aller plus loin et obliger à la rénovation de manière large? Je vous ai dit que, à part ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la transaction, la Convention citoyenne ne proposait pas d'aller plus loin. Et nous ne le proposons pas parce que ce ne sont pas les remontées que nous avons. Nous pensons d'ailleurs, et je termine là-dessus, que il est tout à fait important que l'on ait un œil attentif à la qualité de l'offre de services des métiers du bâtiment et de l'immobilier pour vérifier s'ils sont en mesure de répondre à une demande massive de rénovation qui se présenterait. Alors je pense que les métiers de l'immobilier sont prêts à accueillir cela. Euh, je crois que les métiers du bâtiment ont encore un gros effort à faire pour être prêts partout sur le territoire français à pouvoir répondre par une offre de services pertinente aux besoins de rénovation. Donc, la Parfait. massification, elle est en large part déterminée par la qualité de l'offre de services que l'on met en face d'elle.